Chaque année, le monde dépense plus de 20 milliards de dollars pour ce qui semble être de simples morceaux de métal. Pourtant, ce sont des aimants, les cœurs qui alimentent chaque moteur, turbine et appareil moderne. Derrière leur apparence simple se cache une fusion de sciences des matériaux, d'ingénierie métallurgique et de précision au niveau atomique. À partir de minerais de terres rares extraits des profondeurs souterraines, l'humanité doit franchir des dizaines d'étapes complexes impliquant purification, fusion, pressage de poudre, frittage et magnétisation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, rejoignez-nous alors que nous voyageons à l'intérieur des usines où les métaux sont transformés en force et où cette force devient le fondement de l'avenir technologique de l'humanité. La Chine détient actuellement une domination écrasante dans l'industrie des aimants de terres rares, contrôlant plus de 90% de la capacité mondiale de raffinage et de fabrication, des opérations minières de néodyme en Mongolie intérieure, aux usines de frittage le long de sa côte orientale, presque toute la chaîne d'approvisionnement de production d'aimants reste sous contrôle chinois. À partir de 2025, le gouvernement chinois a introduit une nouvelle réglementation sur les exportations, exigeant que tout produit contenant même une fraction de matériaux de terres rares provenant de Chine, obtiennent une approbation préalable avant l'exportation. Cette politique a forcé de nombreuses entreprises occidentales à dépendre de l'autorisation chinoise, soulevant des inquiétudes concernant un potentiel levier stratégique au sein de la chaîne d'approvisionnement high-tech. Avec un contrôle quasi total sur ce secteur de matériaux fondamentaux, une question importante se pose. Que se passerait-il pour les véhicules électriques, les éoliennes, et même l'industrie manufacturière américaine si la Chine cessait soudainement d'exporter des aimants ? Le voyage d'un aimant commence profondément sous la surface de la Terre, dans des mines minérales où des minerais de terres rares tels que le fer, le barium ou le strontium se cachent parmi les couches de roches. Les ingénieurs géologiques examinent soigneusement chaque veine riche en néodyme et autres éléments précieux, forant plusieurs trous exploratoires afin de localiser avec précision les zones d'extraction. Lorsque le minerai est enfoui dans de la roche dure, les ingénieurs emploient un dynamitage précisément calculé, déterminant à la fois la quantité d'explosifs et son placement afin que les blocs de minerais restent intacts, évitant la fragmentation et préservant la qualité des minéraux de terres rares. Contrairement à l'extraction minière à grande échelle du fer ou de l'acier, qui repose souvent sur une destruction massive, cette méthode nécessite une précision méticuleuse et un contrôle complet. Une fois le dynamitage terminé, les blocs de minerais extraits sont transportés vers des zones de collecte à l'aide de convoyeurs à courroies robustes et de camions spécialisés. Là, ils sont triés en piles séparées selon leur type, les préparant pour les étapes de raffinage ultérieures. Tout au long du processus d'extraction, les travailleurs doivent prendre des précautions supplémentaires car les minerais de terres rares contiennent parfois de l'uranium ou du thorium. La poussière et les gaz toxiques doivent donc être minimisés et strictement surveillés pour garantir la sécurité. Chaque étape de l'extraction minière est étroitement supervisée, posant les bases pour transformer ces minéraux apparemment inertes en aimants puissants qui alimentent les moteurs et appareils modernes du monde. Après que les blocs de minerais contenant des éléments de terres rares, du fer, du barium ou du strontium ont été extraits et transportés à l'usine, ils subissent un nettoyage préliminaire pour éliminer l'argile et les impuretés de surface. Dans la section de broyage, le minerai nettoyé est introduit soit dans un broyeur à boulet, soit dans un broyeur à jet. Pour les minerais de terres rares, la vitesse de rotation du tambour de broyage est maintenue stable entre 20 et 30 révolutions par minute, tandis que la pression d'air comprimée dans le broyeur à jet est maintenue autour de 5,9 à 6,9 bars. Ce processus se poursuit pendant 4 à 6 heures jusqu'à ce que les particules atteignent une taille moyenne allant de 3 à 10 microns. Tout au long de l'opération, la température interne de la chambre de broyage est constamment surveillée et ne doit pas dépasser 82 degrés Celsius afin d'éviter toute altération de la structure cristalline ou perte des propriétés magnétiques naturelles. Une fois le broyage terminé, le minerai en poudre est refroidi à l'aide de gaz inertes, puis passé à travers un système de tamisage multicouche qui sépare les particules selon leur taille. Après que le minerai a été broyé en une poudre fine, l'étape suivante est la flottation, un processus utilisé pour séparer les précieuses particules de terres rares des impuretés indésirables. Le minerai en poudre est mélangé avec de l'eau et des réactifs spéciaux pour créer une émulsion liquide. Lorsque de l'air est pompé dans ce mélange, les particules précieuses s'attachent aux bulles d'air et remontent à la surface, tandis que la roche, le sable et les impuretés plus lourdes coulent au fond. Grâce à cette méthode, des éléments tels que le néodyme, le samarium et l'oxyde de fer sont isolés, formant une poudre purifiée prête pour la production d'aimants. Contrairement à la flotation du fer ou des minerais métalliques communs, ce processus avec les terres rares nécessite une précision extrêmement élevée.
La mousse et la boue doivent être soigneusement contrôlées, car les minerais de terres rares ont des concentrations très faibles et sont facilement contaminés. L'ensemble de l'opération se déroule à l'intérieur d'un réservoir scellé équipé de collecteurs de poussière et de systèmes de contrôle chimique pour empêcher la libération de poussière ou de gaz nocifs pouvant provenir de traces d'uranium ou de thorium dans le minerai. Chaque lot de flottation dure généralement d'1 à 2 heures, permettant aux particules précieuses d'adhérer aux bulles et de flotter à la surface, tout en préservant leur pureté élémentaire. Après que les terres rares, le fer ou les minerais d'oxyde ont été flottés et collectés, l'étape suivante consiste à préparer les matières premières dans l'usine pour la production d'alliage. À ce stade, les ingénieurs examinent la pureté, la teneur en humidité et les ratios élémentaires de chaque lot de minerais. Pour les aimants de terres rares, ils mélangent le néodyme, le fer et le bore avec des proportions précises, tandis que pour les aimants en ferrite, la poudre d'oxyde de fer est combinée avec du barium ou du strontium. Chaque matériau est pesé et mesuré avec une exactitude absolue pour garantir que chaque aimant fini aura une force magnétique forte et stable. Une fois mélangés, les matériaux sont transférés dans des chambres scellées ou des conteneurs spécialisés pour éviter la contamination et tout contact avec l'air. Après que les matières premières ont été mélangées et inspectées dans l'usine, l'étape suivante est la fusion et la formation de l'alliage. Avant l'allumage, la chambre du four à induction est évacuée pour créer un vide, puis remplie de gaz argon pour éliminer complètement l'oxygène et l'humidité, empêchant l'oxydation qui pourrait détruire le néodyme, un élément extrêmement sensible à l'air. Des matériaux tels que le néodyme, le fer et le bore sont chargés dans le four à induction, où la température est élevée à environ 1360 à 1650 degrés Celsius. Le mélange est chauffé en continu pendant environ 2 à 4 heures, permettant à tous les métaux de fondre complètement et de se mélanger en un alliage uniforme. La durée de chauffage est précisément calculée pour obtenir la structure cristalline idéale tout en préservant l'intégrité des éléments rares. Pour les aimants de terres rares, une fois que les métaux ont complètement fondu, l'alliage en fusion est rapidement refroidi sur un tambour rotatif en quelques secondes. Cette technique de refroidissement instantané fait que le métal liquide se solidifie en fines paillettes métalliques avec une structure cristalline fine et uniforme. Après que l'alliage de néodyme, fer et bore a été raffiné, il est broyé en une poudre ultra fine à l'intérieur d'un environnement de gaz inerte pour éviter l'oxydation. Le mélange résultant apparaît gris foncé avec une subtile teinte violette et ses particules ne mesurent que quelques microns de diamètre. Cette poudre magnétique est ensuite placée dans un moule en acier haute pression tout en étant exposée à un puissant champ magnétique atteignant plusieurs Tesla. Dans ce champ, des millions de particules d'alliage microscopiques commencent à tourner et à s'aligner dans la même direction magnétique, un peu comme d'innombrables aiguilles de boussole pointant toutes vers un seul pôle. L'ensemble du processus ne dure que quelques dizaines de secondes, mais il exige un contrôle absolu de la pression, de l'intensité magnétique et de la vitesse de compression. Toute incohérence dans le champ ou changement soudain de pression pourrait perturber l'alignement cristallin, empêchant l'aimant d'atteindre sa force d'attraction maximale. Le résultat est un ensemble de blocs d'alliage solides mais fragiles, dont la structure cristalline a été entièrement orientée. Ce sont les ébauches magnétiques de l'aimant, prêtes pour les étapes de frittage et de traitement thermique qui libéreront leur puissance magnétique finale. Les blocs d'alliage, fraîchement pressés, peuvent sembler solides, mais en réalité ils sont aussi fragiles que de la céramique et ne possèdent pas encore de propriétés magnétiques. Pour devenir de véritables aimants, ils sont placés à l'intérieur d'un four scellé complètement isolé de l'air extérieur. À l'intérieur de la chambre, la température s'élève progressivement à environ 1200 à 1315 degrés Celsius. Suffisamment chaud pour que les surfaces des particules de poudre commencent à fondre légèrement et à se lier ensemble sous le poids du métal lui-même. Pendant les 4 à 5 heures suivantes, le système maintient une température stable, permettant aux particules d'alliage de se compacter étroitement et d'éliminer même les plus petits vides entre elles. Durant cette phase, le matériau passe d'une forme poreuse à un solide entièrement dense, atteignant près de 100% de la densité du métal massif. Une fois l'équilibre souhaité atteint, la température est lentement réduite sur plusieurs heures, degré par degré, donnant à la structure cristalline le temps de verrouiller l'orientation magnétique précédemment alignée. Finalement, un traitement thermique supplémentaire à environ 510 degrés Celsius stabilise toute la structure, complétant le processus de fritage. Après que les blocs frités se sont durcis et sont devenus solides, l'étape suivante est l'usinage et le revêtement protecteur. À ce stade, les blocs d'aimant sont coupés, meulés et percés à l'aide d'outils de précision tels que des lames diamantées ou des systèmes laser pour obtenir la forme et les dimensions exactes requises par la conception. Ensuite, les aimants reçoivent un revêtement protecteur qui protège contre la corrosion, l'humidité et l'usure mécanique. Pour les aimants néodyme fer-bore, le revêtement se compose généralement de nickel, de zinc ou d'époxy qui non seulement protègent la surface mais préservent également la force magnétique interne.
Contrairement aux métaux ordinaires, cette couche protectrice est essentielle car le néodyme fer-bore est très sensible à l'oxydation. Sans elle, la force magnétique peut se dégrader rapidement, compromettant à la fois les performances et la longévité. Une fois que les aimants ont été usinés et revêtus, ils restent complètement inactifs, ne montrant pas encore de pôle nord ou sud. L'étape de magnétisation est le processus qui éveille leur véritable puissance. Chaque aimant est placé entre les pôles d'un magnétiseur à impulsion ou un courant électrique extrêmement élevé, atteignant entre 2000 et 3000 volts et déchargé en seulement 1 à 5 millisecondes. Cette poussée d'électricité génère un champ magnétique instantané avec une intensité d'environ 3 à 5 Tesla, soit des dizaines de milliers de fois plus fort que le champ magnétique terrestre. En ce bref instant, tous les domaines magnétiques à l'intérieur de l'alliage s'alignent parfaitement dans la direction établie lors du processus de moulage. Cette synchronisation permet à l'aimant d'atteindre son rémanence maximale, BR, et sa coercivité, HC. Si l'impulsion magnétique est trop forte, le stress interne peut déformer la structure cristalline. Si elle est trop faible, certains domaines restent désordonnés, causant une chute notable de la force magnétique. Après la magnétisation, le champ de surface de chaque aimant est mesuré à l'aide d'un capteur à effet Hall, et sa polarité est vérifiée par un testeur d'orientation automatique. Ceux qui ne répondent pas aux spécifications sont démagnétisés et retraités, tandis que les qualifiés sont scellés et préparés pour les étapes finales d'inspection et d'emballage. Après que les aimants ont été magnétisés, l'étape suivante est l'inspection qualité et l'emballage avant l'expédition. Chaque aimant est testé pour sa force magnétique, l'orientation des pôles, la résistance thermique et la protection contre la corrosion pour garantir que chaque pièce réponde aux normes techniques et aux exigences des clients. Des instruments de mesure spécialisés permettent aux ingénieurs de détecter immédiatement tout aimant avec une force magnétique inégale ou un alignement de pôles incorrect. Ensuite, les aimants sont emballés avec grand soin car leur attraction magnétique est extrêmement forte. Chaque pièce est séparée par des boucliers non magnétiques ou des espaceurs en plastique spéciaux pour éviter qu'ils ne se collent ensemble ou n'endommagent leur surface. Les boîtes de stockage sont construites pour résister au choc pendant le transport, garantissant que les produits atteignent les usines de moteurs, les fabricants d'éoliennes, les usines de robotique et les producteurs d'équipements électroniques en parfait état. L'emballage des aimants nécessite également une attention particulière au champ magnétique, afin qu'il n'interfère pas avec les appareils électroniques à proximité et que chaque aimant conserve toute sa force. Une fois l'inspection et l'emballage terminés, les produits finis sont prêts à alimenter les technologies modernes, des véhicules électriques et robots industriels aux éoliennes, où chaque aimant devient un cœur invisible mais puissant, alimentant des systèmes entiers. Une fois que les aimants sont entièrement terminés, la puissance invisible en eux commence à alimenter d'innombrables appareils et technologies modernes. Dans l'industrie des véhicules électriques, les aimants néodyme fer-bore sont installés dans les rotors de moteurs, générant un champ magnétique puissant qui permet un fonctionnement fluide, une efficacité énergétique améliorée et des performances maximales. Dans les éoliennes, des aimants précisément orientés sont placés à l'intérieur du rotor pour convertir l'énergie éolienne en électricité efficacement, aidant à fournir une énergie propre à des millions de foyers. Les aimants servent également de cœur battant aux robots industriels et aux équipements médicaux, où leur champ magnétique puissant assure un mouvement précis, des bras robotiques assemblant des voitures aux machines d'imagerie par résonance magnétique scannant le corps humain. Même dans les appareils électroniques quotidiens tels que les haut-parleurs, les disques durs et les minuscules capteurs à l'intérieur des smartphones ou des ordinateurs, les aimants jouent un rôle vital dans la génération de champs magnétiques, la conversion d'énergie et la direction de signaux avec une précision remarquable. Et ainsi, nous avons atteint la fin d'un voyage remarquable, qui a commencé profondément sous la Terre, où le minerai brut a été déterré, et s'est terminé avec des aimants qui alimentent silencieusement le monde moderne. Ces petits fragments de métal portent une force invisible qui fait tourner les rotors des moteurs électriques, entraîne les pales des éoliennes et alimente les innombrables technologies qui façonnent nos vies. De l'extraction et du broyage, au moulage, au frittage, à l'usinage, à la magnétisation et au test de qualité, chaque étape de ce processus est guidée par la précision et l'ingéniosité humaine, preuve que même les plus petits composants peuvent détenir un pouvoir extraordinaire. Et maintenant, laissez-moi vous poser une vraie question qui dérange. L'avenir électrique de l'Occident est-il entre les mains de la Chine? Parce que, au final, contrôler les aimants, c'est contrôler les moteurs. Et contrôler les moteurs, c'est contrôler la puissance. Alors réalité stratégique ou exagération géopolitique? Le débat est ouvert en commentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais un aimant seul ne sert à rien. Ce qui transforme cette force invisible en énergie exploitable, c'est le cuivre. Et ça tombe bien, nous allons voir dès maintenant comment celui-ci se fabrique. Dans le monde moderne, le cuivre est un véritable protagoniste. Il est présent dans nos téléphones portables, dans les voitures électriques,
dans les canalisations de nos maisons et dans les vastes réseaux électriques qui alimentent des villes entières. Sa polyvalence, sa conductivité et sa résistance en font l'un des métaux les plus essentiels pour notre société. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où il provient? Le voyage du cuivre est une véritable histoire d'ingénierie, de géologie et de chimie. Une saga qui commence dans les profondeurs de la Terre et qui s'achève dans les produits que nous utilisons chaque jour. Plongeons dans cet univers fascinant pour découvrir comment la roche brute est transformée en un métal d'une valeur inestimable. Le cuivre est l'un des meilleurs conducteurs de chaleur et d'électricité. Il offre une résistance exceptionnelle à la corrosion. Extrêmement flexible et malléable, il peut être recyclé indéfiniment sans perdre ses propriétés. On le trouve dans la croûte terrestre, plus précisément dans les couches superficielles composées principalement de roches sédimentaires. Son extraction est un processus complexe qui comporte plusieurs étapes. La première consiste à identifier des zones présentant un fort potentiel de dépôt de minerais de cuivre. Cela nécessite des études géologiques, l'analyse d'échantillons et l'utilisation de techniques de prospection afin de localiser des gisements exploitables économiquement. Lorsqu'un gisement est découvert, tout doit être préparé pour l'extraction. Mais avant d'accéder aux précieux minerais, il est nécessaire de retirer d'énormes couches de matériaux stériles. Dans certaines zones, le dépôt minéral peut atteindre jusqu'à 100 mètres de profondeur, ce qui exige l'utilisation de machines colossales et de tonnes d'explosifs. Pour extraire la roche contenant le cuivre, on utilise de gigantesques foreuses capables de percer environ 130 trous, appelés trous de mine, d'une profondeur d'au moins 16 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Dans chaque trou, on introduit un mélange puissant de nitrate d'ammonium et de carburant, complété par une certaine quantité d'un explosif hautement énergétique appelé ampho. Une fois le tout inséré, le trou est rebouché avec du matériau stérile. Depuis une zone sécurisée, un opérateur déclenche les charges, provoquant une série d'explosions parfaitement synchronisées. Chaque détonation est si puissante qu'elle pourrait faire s'effondrer un bâtiment entier. L'intervalle entre deux détonations est d'à peine 2 millisecondes. Ce schéma de détonation a été spécialement conçu pour fragmenter le plus de roches possible contenant du cuivre, tout en minimisant la dispersion des matériaux et la formation excessive de poussière. Une fois la roche fragmentée, commence le processus de chargement du minerai. D'immenses engins soulèvent les blocs de roche avec leurs gigantesques godets et les déversent dans d'énormes camions de transport minier. Pour obtenir une seule tonne de cuivre pur, il faut extraire près de 200 tonnes de minerai. Les pelles hydrauliques peuvent soulever jusqu'à 80 tonnes de roche en une seule fois. Pourtant, cette roche ne contient généralement que moins de 0,5% de cuivre. Les camions, hauts de près de 7 mètres, sont capables de transporter jusqu'à 400 tonnes de charge. Comme les mines à ciel ouvert couvrent des superficies gigantesques, leur exploitation est surveillée et gérée depuis un centre de contrôle semblable à une tour de contrôle d'aéroport, d'où les ingénieurs peuvent observer en temps réel toutes les opérations au sol. Mais alors, comment cette roche brute se transforme-t-elle en l'un des métaux les plus utilisés au monde? La libération du cuivre dépend de la nature du minerai. S'il est de type oxydé ou sulfuré, les procédés diffèrent. Dans le cas des minerais oxydés, les roches extraites sont empilées dans des zones spéciales appelées aires de lixiviation. Là, elles sont arrosées en continu avec une solution diluée d'acide sulfurique. Pendant plusieurs semaines, cette solution s'infiltre lentement à travers les roches, dissolvant progressivement le cuivre qu'elles contiennent. Le liquide chargé en ions de cuivre est ensuite collecté dans des bassins et acheminé vers l'usine de traitement. Dans des canaux spéciaux, la solution de cuivre entre en contact avec un réactif organique qui lui permet de flotter en surface. Ensuite, on ajoute une solution acide qui augmente la concentration du cuivre et le rend électriquement conducteur. Ce liquide est alors transféré dans une série de grands réservoirs contenant de fines plaques de cuivre appelées cathodes. Une fois qu'un courant électrique est appliqué, les ions de cuivre commencent à se déposer progressivement sur les cathodes. En seulement 10 jours, chaque plaque atteint une épaisseur d'environ 2,5 cm. À ce stade, la pureté du cuivre est proche de 100%, ce qui est indispensable pour son utilisation dans la fabrication de produits électriques. L'extraction à partir de minerais sulfurés, en revanche, est bien plus complexe. Tout commence dans un gigantesque tambour appelé broyeur. À l'intérieur, d'énormes billes d'acier broient les roches humides en fragments plus petits. Le matériau broyé passe ensuite sur un tapis perforé qui laisse passer les morceaux fins, tandis que les plus gros sont renvoyés au broyeur pour un nouveau cycle. Une fois la roche réduite en poudre, on y ajoute des produits chimiques qui enrobent les particules de cuivre, ainsi qu'un agent moussant. Cette boue minérale est ensuite envoyée dans des cuves de flottation où des bulles d'air entraînent les particules de cuivre vers la surface. Cette mousse riche en cuivre est recueillie et filtrée pour obtenir un concentré dont la pureté atteint au moins 30%. L'étape suivante se déroule dans l'usine de fusion.
Le concentré est transporté par train jusqu'à d'immenses dépôts où il est mélangé en couches avec du sable de silice, appelé fondant, qui aide à éliminer les impuretés pendant la fusion. Soumise à des températures extrêmes, la charge se transforme en un liquide en fusion. La scorie, constituée de fer et d'autres minéraux, flotte à la surface tandis que le cuivre s'accumule au fond. À ce stade, sa pureté atteint environ 60%. Il passe ensuite dans un second four où son taux de pureté grimpe à 98%. Les résidus en fusion sont évacués et se solidifient en formant des coulées incandescentes qui ressemblent à de la lave. Pendant ce temps, des grues transfèrent le cuivre liquide vers un autre four pour l'étape de purification finale. La pureté monte alors à 99% et le cuivre fondu est coulé dans de grands moules pour former de massives plaques rectangulaires appelées anodes. Ces plaques sont refroidies par jet d'eau, solidifiées, puis éjectées par des vérins hydrauliques. Elles sont ensuite nettoyées afin d'éliminer les résidus du démoulant et transportées vers une raffinerie, parfois située à des centaines de kilomètres. Dans la raffinerie, la pureté atteint son maximum. Les anodes sont immergées dans de grands réservoirs contenant une solution électrolytique et placées face à de fines lamelles métalliques appelées cathodes. Lorsqu'un courant électrique est appliqué, le cuivre pur se transfère des anodes vers les cathodes, tandis que les impuretés tombent au fond du réservoir. Le résultat est un cuivre d'une pureté quasi parfaite, prêt à être utilisé dans les applications électriques les plus exigeantes. Le cuivre raffiné est ensuite introduit dans un four vertical où il est de nouveau fondu. Le métal liquide est dirigé vers un moule qui produit de grands blocs rectangulaires d'environ 6 mètres de longueur. En sortant du moule, le cuivre est refroidi par jet d'eau et prend la forme d'une barre continue. Cette barre passe ensuite entre plusieurs rouleaux qui réduisent son diamètre. À la sortie, elle se transforme en un fil de cuivre d'environ 7 mm d'épaisseur. Ce fil est enroulé en spirale par une machine, puis compressé afin d'occuper moins d'espace lors du transport. Ces immenses bobines de cuivre pur sont ensuite prêtes à être transformées en fils conducteurs, capables de transporter l'électricité aux 4 coins du monde. Et voilà l'incroyable voyage du cuivre, de la roche brute jusqu'aux conducteurs électriques qui alimentent nos vies modernes. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus.